Bonsoir à tous et merci d'accorder votre confiance au service public. Cependant que les sénateurs fraîchement élus préparent leur cartable pour la rentrée parlementaire, le retour dans l'hémicycle a déjà eu lieu pour les orateurs de l'Assemblée nationale. C'était lundi une reprise sur les chapeaux de roue avec son lot d'examens. D'ailleurs, j'ai une colle pour vous. Savez-vous ce que représente 49.3 multiplié par 18? Réponse A, on tonne le poids de la frustration de l'opposition face à l'énième passage en force du gouvernement. Réponse B, en dollars, le prix du baril de pétrole quand le litre d'essence aura été multiplié par 10, ou option C, 49,3 par 18, 887,4, soit en personne le nombre de chômeurs qui restera dans l'île grâce au projet de loi pour le plein emploi. C'est pas facile. Pour nous aider à répondre à ce problème, j'accueille Philippe Naillet, député socialiste de la première circonscription. Vous écoutez, regardez Dimanche Politique. Nous sommes ensemble en radio, télé et internet pendant une demi-heure. Philippe Naillet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de réunion. La première pour cette nouvelle séquence politique. Je vous demanderai d'abord une réaction quant au drame qui s'est noué hier soir au port. Une mère de famille, alors on enregistre entre la vie et la mort, après des jets de parpaing et de caddies, a priori sur le pont de la Quatre-Voies. A priori des mineurs sont en cause. Cette inconscience qui ressurgit après la cruauté de l'assassinat de la jeune Chana, on s'en souvient. Comment lutter contre cette perte de repères et reconnecter les jeunes avec les institutions en tant que député ? Simplement quelques mots. D'abord, mes premières pensées pour la famille, les enfants, le conjoint de cette personne, former en même temps le vœu qu'elle puisse passer ce moment difficile d'un point de vue médical terrible. Alors oui, vous avez raison, cet événement tragique, terrible, par rapport au meurtre de Chana, par rapport encore à d'autres drames que nous avons connus ces derniers temps, montre qu'il y a un vrai problème. Dire le contraire serait incompréhensible, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a dans notre société, et notamment de la part des plus jeunes, une balisation de la violence dans ce qu'elle a de plus extrême, et que nous devons avoir là-dessus aussi une mobilisation collective de plus, c'est-à-dire que, bien sûr, un travail dans les familles, sensibiliser d'abord les familles. Les familles doivent être auprès de leurs enfants, notamment quand ils sont mineurs. Les familles doivent savoir où sont les enfants. Les enfants ne peuvent pas être comme ça livrés à eux-mêmes. Il y a ce travail-là auprès des familles. Il y a également le travail des valeurs. Quand je dis le travail des valeurs, c'est un travail aussi sur la bienveillance, sur le respect, sur la tolérance, sur le respect surtout de celui ou de celle qui est différent de nous. On le voit bien dans le fléau du harcèlement scolaire. Souvent, c'est parce que les jeunes, certains jeunes en tout cas, refusent, n'acceptent pas celui qui est différent. Donc il y a un vrai travail à faire. Il y a aussi à repenser la place de l'éducation populaire. Je pense que l'éducation populaire a un rôle à jouer, elle a une place, comme ça a été il y a maintenant plusieurs décennies. Et on reviendra sur le sujet un peu plus loin dans cette émission du harcèlement scolaire, notamment de ces cours d'empathie qui sont préconisés par le gouvernement. Mais avant, on va faire un bond en arrière. Dimanche dernier, les élections sénatoriales ont engendré une reconfiguration de la gauche locale. On a beaucoup parlé ici. L'alliance menée par le PS devance la liste portée par la majorité régionale. Audrey Bellim qui est devant Evelyne Corbière. Est-ce que c'est Erika Barrege qui a battu Huguette Bello, selon vous ? Non, moi, ce que je voudrais d'abord souligner, c'est bien sûr féliciter tous les nouveaux sénateurs, parce qu'il y a 3 sénateurs nouveaux. 3 nouvelles sénatrices ? 3 nouvelles sénatrices. Non, oui, pardon, 3 sénatrices et un sénateur et un nouveau sénateur, vous avez raison. Voilà, 3 nouveaux, 2 nouvelles et un nouveau, voilà, on va dire, sénateur. Donc d'abord les féliciter, bien sûr former le vœu qu'ils travaillent pour la Réunion, ça va être le cas, et leur dire bien sûr que, quelles que soient les étiquettes politiques, moi bien sûr, je suis disponible pour travailler. Féliciter ma jeune camarade, parce que je suis heureux également de voir l'élection d'Audrey Bellim. C'est quelqu'un dont je connais très bien le parcours, qui est une jeune femme engagée, qui est solide dans ses convictions. Je suis persuadé qu'elle fera du bon travail. Porte-parole du parti local. Porte-parole de la fédération. Au moment où j'étais moi-même premier fédéral, je l'ai nommé porte-parole de la fédération. Saluer également le fait qu'il y ait 2 sénatrices de gauche. La gauche n'avait pas de sénateur précédemment. Donc ça, c'est une chose importante. La gauche n'avait pas de sénateur. Aujourd'hui, elle en a 2. Donc, saluer tout cela.
Donc vous n'êtes pas, vous, en tant que député, ancien premier secrétaire fédéral du parti, vous le disiez, acteur de cette lutte pour le leadership à gauche localement? Non, je Ça ne ne vous intéresse pas? Non, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui une lutte pour le leadership à gauche. Il y a eu deux listes au moment des Mhm. sénatoriales. On ne va pas refaire, comme on dit dans certaines émissions de radio, on ne va pas refaire le match. Mhm. Hein. Il faut regarder le résultat. Le résultat, il est bon, hein, puisque on n'avait aucun sénateur de gauche. Nous avons deux femmes, ça c'est une très bonne chose. Hein. Je rappelle quand même hein, que deux femmes, deux jeunes femmes, deux femmes de Mhm. gauche, trois femmes sur quatre. Il faut se dire aussi que tout cela, c'est le résultat de lois qui ont été votées, portées par la gauche. D'abord la loi pour la parité, ensuite la loi sur le non-cumul des mandats qui avait été votée à l'époque de mémoire par Éric Abaretz et Patrick Mhm. Le Breton, qui sont aujourd'hui conseillers régionaux. Donc moi, je me réjouis de ces choses-là que je considère positives. Donc il n'y a pas de risque que la gauche se délite alors que vous avez tout gagné au régional, aux législatives, et que la droite, elle, au contraire, elle reste unie. Pour vous, ce n'est pas le cas. Non, je pense qu'il y a certainement des choses à revoir dans la gouvernance de la région. J'ai lu, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la conférence de presse d'Éric Abaretz, de Maurice Gironcel, de l'ensemble des partenaires de ce grand rassemblement Il y a qui a 4 permis maires autour d'Éric Abarèche qui forment oui, une plateforme. de ce rassemblement quand même, qui est important, il faut le Mhm. dire, hein, parce qu'au-delà des maires, il y avait également des organisations politiques. La Exact. Fédération socialiste, bien sûr, le mouvement Ensemble d'Olivier Hoarau, Europe Écologie Les Verts, le Bagnan. Parti communiste réunionnais, Bagnan. Donc j'ai entendu les messages qui ont été délivrés en demandant qu'on travaille plus en cohérence, plus en transparence. Je ne doute pas que nos responsables politiques à la région, qui sont quand même au fait aujourd'hui, hein, et le montrent tous les jours à travers leurs actes, des grands problèmes réunionnais, sauront trouver les voies pour continuer. Parce que cette majorité-là, elle s'est engagée il y a maintenant 2 ans auprès des Mhm. Réunionnais, mais il faut qu'elle continue le travail dans une période qui n'est pas facile pour nous. On referme, Philippe Nailly, cette parenthèse sénatoriale pour se concentrer sur le cœur de votre activité, donc le mandat de député de la première circonscription. À l'Assemblée, vous siégez dans les rangs de l'opposition, dans l'intergroupe NUPES. Et comment dire, vous voyez bien, les saisons se suivent et se ressemblent pour vous. Vendredi soir, la motion de censure a été rejetée. Le projet de loi de programmation des finances publiques a donc été adopté après emploi du 49.3. C'est la 18e fois depuis le renouvellement de l'Assemblée en juin 2022. C'est à se questionner. Il reste quoi, Philippe Naillet, du pouvoir législatif, de votre rôle de député? C'est vrai que c'est extrêmement difficile hein, avec cette majorité relative, avec la Macronie. Nous sommes dans une situation qui est inédite hein, sous la Ve République, parce que nous ne sommes pas en cohabitation. Le président de la République n'a pas non plus de majorité, il a une majorité relative. À partir de là, le bon sens, c'est quoi? Le bon sens, c'est de travailler avec les oppositions, parce que les oppositions ne sont pas toutes des oppositions, si je puis dire, totalement fermées. Nous sommes là, bien sûr, il y a le temps des campagnes, mais quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous n'êtes plus en campagne. Vous proposez Hein, des amendements. vous proposez. Donc le gouvernement n'entend pas cela, la Macronie, il faut le dire, est fermée. Moi, je vais prendre un seul exemple. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur le projet de loi travail, mais je vais vous prendre un exemple précis Allez-y, pour allez-y. ceux qui nous regardent, pour montrer que ce gouvernement est fermé. Sur le projet de loi travail, j'ai proposé une chose très simple, c'est qu'il va y avoir la Commission nationale France Travail. Moi, j'ai proposé que dans ou à côté de la Commission nationale France Travail, il y ait une commission pour les territoires ultramarins, parce que chacun comprend bien que notre réalité sociale, les demandeurs d'emploi, la situation d'emploi, les offres d'emploi ne sont pas les mêmes chez nous que dans l'Hexagone. Même demander simplement une commission pour qu'on prenne en compte nos réalités, même cela a été refusé. Alors, donc aujourd'hui, il y a un abus du 49.3. Oui, le 49.3 est dans la Constitution, c'est vrai. Le 49.3 a été mis dans la Constitution de 1958 par rapport à ces gouvernements qui tombaient les uns après les autres sous la 4e et la 3e République. Mais aujourd'hui, un abus excessif comme le fait Elisabeth Borne et Macron depuis maintenant plus d'1 an, c'est un déni de démocratie incontestablement. Alors vous parliez de la réforme
projet de loi plein emploi. C'est une réforme qui a donc été discutée depuis une semaine dans l'hémicycle, où vous êtes intervenu et vous la qualifiez de stigmatisante, ce projet de loi. Pourquoi est-ce que c'est stigmatisant? On rappelle peut-être les mesures phares du dispositif. Alors, il s'agit d'inscrire tous les bénéficiaires du RSA à Pôle emploi, qui va devenir France Travail, et les contraindre via un contrat d'engagement à 15 à 20 heures d'activité par semaine, qui pourrait aller de la recherche d'emploi, de l'accompagnement, mais aussi de l'immersion en entreprise. Et ça, c'est problématique. Écoutez, ce projet de loi n'est pas bon. Je ne le dis pas par sectarisme. Je le dis après l'avoir analysé, après avoir échangé longuement avec des professionnels du travail. Donc je veux dire, c'est pas là, je ne porte pas la voix de Philippe Naillet, je ne porte pas la voix d'une organisation politique ou d'un groupe politique. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut rappeler, nous ne sommes pas contre l'insertion, nous ne sommes pas contre le travail. Nous voulons l'insertion, nous voulons le travail. Que les gens puissent trouver un travail, qu'elles puissent s'insérer socialement. Parce que pourquoi ça ne marche pas à La Réunion? Dans les allocataires du RSA, moi je l'ai dit, j'en rencontre toutes les semaines, les gens ne viennent pas me voir pour me dire on veut toute notre vie percevoir le RSA. Elles viennent me voir pour trouver un emploi. Moi des CV j'en ai. Donc ce dispositif, ce projet de loi, lui, ce qu'il propose, c'est tout simplement contrôler pour radier. Et ça, c'est pas bon. Oui, parce qu'on va contrôler pour radier. Alors que nous ne disons pas cela. Nous disons oui à l'insertion, oui à l'accompagnement pour que ça débouche sur l'emploi. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, Pôle emploi n'aura pas, il faut le dire, appelez ça Pôle emploi, appelez le nouveau dispositif France Travail, comme vous voulez, mais que ce soit Pôle emploi ou France Travail demain, n'aura pas les moyens d'accompagner et de soutenir, d'accompagner tous ceux qui vont être inscrits d'office. Ce n'est pas possible parce que dans le même temps, on ne leur donne pas les moyens. Ça, c'est la deuxième chose que je voudrais dire. Voilà pourquoi je suis contre ce projet de loi. Et puis la troisième, nous l'avons tous dit, tous les députés l'ont dit dans l'hémicycle, quel que soit leur bord politique, il ne prend pas en compte les considérations, la réalité, encore une fois, de notre territoire. À La Réunion. Mais quelles seraient les mesures d'adaptation au territoire réunionnais? Parce que c'est vrai que le taux de chômage ici est beaucoup plus élevé, 18%, alors qu'on est à 7% dans l'Hexagone. Il n'y a pas de baguette magique, mais il doit y avoir une volonté politique qui débouche sur des propositions concrètes par rapport à la réalité. D'abord, à La Réunion, c'est un déficit de formation, de qualification. C'est ça qu'il faut faire, parce que vous connaissez comme moi le paradoxe, c'est que nous avons un taux de chômage qui est de 18%, mais nous avons aujourd'hui de vrais secteurs d'activité qui ne trouvent pas de ressources, qui ne trouvent pas. Je pense notamment à l'hôtellerie, la restauration, la boulangerie, même les métiers des bâtiments et travaux publics, également les métiers d'aide à la personne. Donc, comment on forme et comment on met les Réunionnais sur ces emplois-là? Nous avons un grand défi qui est devant nous, c'est le défi de la transition écologique. Nous savons bien que cela va amener des activités qui seront plus vertes, plus propres, c'est ce qu'on veut tous. Mais comment on forme les Réunionnais aujourd'hui pour qu'ils puissent occuper ces emplois-là? Comment renforcer l'apprentissage? Voilà, moi, ce que j'attends, ce serait des amendements pour des dispositifs en ce sens. Mais il n'y a pas ça dans le texte. C'est pas prévu. En commission, ça n'a pas été retenu. Dans le texte, il n'y a pas cela. Dans le texte aujourd'hui, c'est de dire on va contrôler, on va radier. Chacun a bien compris la finalité. La finalité de Macron, elle est claire. Elle n'a échappé à personne. C'est d'abord de faire des économies en radiant. On le voit bien d'ailleurs. Il y a une expérimentation sur 2500 allocataires à La Réunion. 900 ont été radiés, mais on n'a pas de retour jusqu'aujourd'hui. On veut aller loin sans avoir de retour. Donc, les objectifs sont quand même doubles. Je me permets de vous couper. Alors, justement, c'est expérimenté sur 2 communes à La Réunion depuis le début de l'année, 3 bassins et Saint-Leu. Et là-dessus, vous savez juste qu'il y a eu des radiations et c'est tout. Vous ne savez pas si ça fonctionne? Nous n'avons pas de retour d'expérience. Chacun a bien compris que dans ce que veut Macron, c'est de faire des économies, en radiant des allocataires du RSA. En même temps, demain, diminuer les chiffres de Pôle emploi parce que Macron a un vrai objectif veut afficher, qu'il claironne, c'est de dire je veux finir mon quinquennat avec 5% de taux de chômage. 5% de taux de chômage. Chiche, nous sommes d'accord, mais pour de vrais emplois. Voilà. Et ça, c'est pas ce qu'on retrouve dans ce texte-là. Je le redis, l'objectif de ce texte, c'est d'inscrire obligatoirement pour pouvoir radier ensuite.
Pour finir sur, cette question, sur ce projet de loi plein emploi, donc vous avez porté des amendements? Moi, j'ai porté quelques amendements. Le débat va continuer. Mhm. Le débat va continuer. Le texte reviendra. Le débat va continuer. Mais il y a là un entêtement du gouvernement qui fait que je suis quand même sceptique. Inspecteur assurance vie de profession, socialiste par conviction et membre de la NUPES par coalition, Philippe Naillet, député de la première circonscription, à l'invité de Dimanche Politique sur la première radio, télé et internet. Nous sommes à mi-chemin de cet entretien. Philippe Naillet, parmi les sujets d'actualité, cette préoccupation du quotidien pour les Réunionnais, l'inflation. S'il y avait un secteur où cette hausse est frappante, c'est celui des carburants. En ce dimanche 1er octobre, le gazole prend 5 centimes, le samplon augmente de 7 centimes, il est vendu à 1,89 € le litre. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant que député? Écoutez, c'est un coup de massue supplémentaire sur les Réunionnais et notamment sur les automobilistes réunionnais, ceux qui prennent la voiture. Moi, je pense à tous ceux, c'est quasiment la grande majorité des Réunionnais, puisque je crois de mémoire que nous avons à peu près 375 000 véhicules sur nos routes qui prennent leur voiture pour aller travailler. Je pense à tous ces travailleurs modestes. Donc c'est un coup de massue effectivement pour eux. Bien sûr, il faut rajouter que tout cela n'est pas de notre fait non plus, puisque vous savez bien que ce sont un certain nombre de facteurs exogènes, comme on dit aujourd'hui, liés à des facteurs géopolitiques qui font qu'il y ait cette hausse. En gros, pour faire court, on a aujourd'hui une demande qui est plus importante que l'offre, pour faire court. Voilà. Et peu d'alternatives. Automobile notamment à la Réunion. D'alternatives, donc c'est un vrai sujet pour nous où on n'a pas le choix. Donc le gouvernement là-dessus, moi je vais voir. Écoutez, on va voir. Sur le chèque carburant, pour vous c'est une bonne chose. Alors c'est 100 € par an pour la moitié des travailleurs, avec les plus bas salaires. Début de l'année, c'était 172 000 foyers concernés. C'est une bonne mesure? C'est une mesure, mais elle n'est pas suffisante dans une période, puisque là, quand même, nous sommes dans une spirale de hausse, puisque ce n'est pas la première hausse. Il y avait déjà eu une hausse importante au mois de juillet. Nous sommes dans ça se fait 5 mois de suite. Voilà, nous sommes dans une période là de haussière, j'ai envie de dire. Donc moi, je vais voir dans le projet de loi de finances, je ne vais pas m'avancer maintenant, parce que tout ça est très technique. Je veux dire, on ne peut pas faire des effets d'annonce, ce n'est pas le but, sinon on n'est pas sérieux. Je vais voir dans le projet de loi de finances comment je pourrais travailler là-dessus, porter un amendement, intervenir, pour dire que la situation à La Réunion, elle est différente. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est réunionnais qu'on demande toujours des spécificités, c'est tout simplement la réalité. On n'a pas d'autre choix que de prendre notre voiture. On a une population qui, en termes de revenus, aujourd'hui, a des revenus inférieurs que ceux qui travaillent dans l'Hexagone. Donc, allons voir comment, sur un laps de temps non pas indéfini, sur un laps de temps défini, comment on peut mieux accompagner les Réunionnais dans cette période. Et il y a aussi des mesures qui sont prises, pardon. Mais chacun a bien compris aussi que le défi pour nous, pour la Réunion, c'est, je sais que la région fait ce travail-là, elle a fait un certain nombre de propositions. Le grand enjeu quand même pour nous, c'est d'offrir dans les années qui arrivent relativement rapidement d'autres modes de déplacement que la alternatifs au tout auto. C'est vrai qu'il y a aussi des mesures qui sont prises par le gouvernement et qui s'appliquent en métropole, notamment les stations-service qui décident de vendre à prix coûtant. À La Réunion, ce n'est pas possible. On a l'impression que, outre le bouclier qualité-prix, les acteurs économiques à La Réunion, ils n'ont pas envie de faire des efforts pour lutter contre la vie chère, et que vous, les politiciens, vous n'y pouvez pas grand-chose. Alors, vous parlez de la vie chère. D'abord, je me permets quand même 2 mots pour dire que moi, j'ai travaillé pendant plusieurs semaines à l'établissement du rapport sur la vie chère dans les territoires ultramarins. Nous avons fait un travail de fond, nous avons fait un certain nombre de propositions. Il y a une première suite qui a été donnée à ce travail-là suite à la visite du ministre, qui est de dire que d'abord, pour pouvoir proposer les bonnes solutions, il faut faire le bon diagnostic. À côté du travail qui a été fait par la commission d'enquête vie chère, ayons la transparence sur les prix, sur les marges, concernant tous les éléments de la chaîne de valeur. Donc, on avance là-dessus et on va faire des propositions. Mais là encore, après, où le gouvernement décide de prendre des mesures concrètes, efficaces pour lutter contre la cherté de la vie, ou alors il prend quelques mesurettes et il refuse, si je puis dire, d'affronter les acteurs économiques. Je ne dis pas que tous les acteurs économiques font leur beurre sur le dos des Réunionnais, mais il est incontestable que les différentes crises que nous avons connues, la crise Covid, la guerre en Ukraine, aujourd'hui l'inflation,
toutes ces crises-là ont quand même bon dos. Elles n'expliquent pas le fait qu'on ait 37% de prix plus élevés sur l'alimentaire ici par rapport à l'Hexagone. Donc non, nous on se bat, mais vous savez, on se bat, on fait des propositions, on a travaillé dans la commission d'enquête Vichère avec mes collègues députés, je peux vous assurer qu'on ne lâche rien, on défend, mais in fine, c'est le gouvernement qui décidera ou décidera pas. Il y a certaines compétences du gouvernement, là je pense à celle du logement, parce que le renchérissement de la vie, il est global. Il y a 2 semaines, il y a eu une marche du logement, et là aussi, on sait qu'entre les résidences qui sont insalubres ou le manque de logement, et ben les Réunionnais n'arrivent plus non seulement à acheter, mais parfois même à louer dans les conditions décentes. Écoutez, alors vous parlez du logement. Moi, je voudrais d'abord dire un mot, puisque le débat va arriver bientôt. Dans le projet de loi de finances, il y aura ce qu'on appelle la mission Outre-mer, le budget Outre-mer. C'est une fenêtre pour nous. Oui, c'est une fenêtre. Mais on a une vraie urgence. C'est plus qu'une urgence. Pour moi, c'est une bombe à retardement. C'est la question aujourd'hui du logement aidé, le logement social, pour faire court. 40 000 demandeurs à La Réunion. Chacun sait bien que, je pense aux jeunes notamment, un jeune couple, des parents ne peuvent pas avoir un projet de vie s'ils n'ont pas un logement digne. Aujourd'hui, 40 000 demandeurs de logement. Et il y a une vraie crise. Avant le Covid, on livrait en moyenne à peu près 3 000 logements neufs par an dans le logement aidé. En 2022, on en a livré un peu moins de 1 400. Donc il y a une vraie crise. Il faut que là aussi, le gouvernement mette les moyens. On ne peut pas se contenter d'une légère hausse de la LBUC. Comment on met les moyens? La ligne budgétaire unique. La ligne budgétaire unique. Comment, dans le SIOM, on a dit dans le SIOM, il est écrit qu'on allait donner la possibilité d'acheter des matériaux. Je fais court là pour que nos auditeurs interministériel, le Outre-mer, voilà, qu'on pourrait acheter des matériaux en dehors de l'Hexagone, en dehors de l'Europe, dans la zone, pour que ça nous revienne moins cher, parce qu'aujourd'hui c'est quand même le prix des matériaux qui fait que les appels d'offres sur les logements sociaux reviennent et que les acteurs du logement social n'arrivent pas à sortir les projets parce que ça coûte beaucoup plus cher par rapport à leur enveloppe. Donc il y a un certain nombre de mesures à prendre, il faut les prendre rapidement, mais là aussi c'est une question de moyens. On ne peut pas se contenter d'un petit pansement sur la question du logement social. De moyens notamment. Et peut-être aussi de marge de manœuvre. Philippe Naillet, vous allez voir où je veux en venir. Cette semaine, le président de la République a tendu la main à la Corse en proposant l'autonomie dans la République, comme le vivent déjà les habitants de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie, avec un pouvoir de décision dans de nombreux domaines. Pour résumer, sauf ce qui relève du régalien, sécurité, justice, diplomatie. Alors, le président de la région Bretagne, il s'est aussi emparé du sujet. Il a dit « moi aussi, j'en veux », en tant que... Parce qu'il s'identifie comme une communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle à La Réunion. Moi, je trouve qu'on a cette définition nous convient. Est-ce que pour vous, La Réunion est prête à cette autonomie? Doit-elle y prétendre? Vous parliez des spécificités. Est-ce que c'est pas ce dont on a besoin? Je crois qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. D'abord, l'autonomie, ce qu'on appelle l'autonomie. Ici, la revendication pour l'autonomie, elle s'est arrêtée en 1981. Vous êtes bien d'accord avec moi. Je n'ai pas vu encore d'organisation politique qui demande l'autonomie. Je n'ai pas vu encore d'hommes ou de femmes politiques à La Réunion, en tout cas s'affichant clairement pour l'autonomie. Donc ça, c'est une chose. Il y a des formations politiques qui sont contre, à droite notamment. Oui, on l'a bien vu au moment des sénatoriales. On a des candidates qui n'ont pas fait campagne pour demander l'autonomie, mais on a eu des candidats qui, eux, ont fait campagne pour dire « nous, on est contre l'autonomie ». Bon, écoutez, alors je reviens à notre sujet. La Corse est totalement différente de La Réunion. La Corse, elle réclame l'autonomie maintenant depuis plusieurs décennies. Elle a une histoire qui n'est pas la nôtre. Elle se réfère à ce qui se passe en Sardaigne et en Sicile, où ce sont des régions non pas indépendantes, mais autonomes. Donc, ce qui est valable pour la Corse, je peux le comprendre. Bon, mais je dis quand même un mot. D'abord, il faudrait que les Corses se mettent d'accord sur le contenu du mot autonomie. J'ai compris que ça, c'était pas gagné. Alors eux, ce qu'ils y voient, c'est l'opportunité, par exemple, d'un service public de la langue corse. On à La Réunion, on a l'office de la langue créole, mais ce n'est pas un service public, ou une priorité aussi accordée aux Corses pour l'accès à la propriété, parce que là-bas aussi, il y a une bulle immobilière. Donc ça, c'est des revendications. En tant que citoyen, on se dit,
À La Réunion, on pourrait y prétendre, ça serait bénéfique. Ça ne vous a pas échappé non plus que le président Macron n'est pas favorable, lui, que l'accès à la propriété soit réservé Oui, c'est ça, uniquement il aux ne veut pas de Corses. statut de résident. Voilà, ça vous a pas échappé. Donc, l'accord, c'est différent. D'abord, il faut qu'ils se mettent d'accord, encore une fois, sur le contenu. Et puis, vous connaissez la procédure législative, qui n'est pas non plus gagnée, puisque il faudra que tout ça soit voté aux 3/5 de l'Assemblée nationale et du Sénat. Moi, je crois, ça, c'est la première chose que je veux dire. Plus précisément, pour ce qui nous concerne, nous, il est incontestable que personne ne réclame l'autonomie à La Réunion, mais nous devons prendre en compte quand même aujourd'hui Les spécificités. la réalité de ce qu'est La Réunion en 2023, la réalité également de notre environnement régional, c'est-à-dire oui à plus de différenciation, ayons une réflexion à moyen long terme peut-être sur une décentralisation un peu plus poussée. J'ai vu que la Première ministre a annoncé un certain nombre de choses il y a quelques jours au congrès, si je puis dire, des présidents et des présidentes de région. Réfléchissons à une décentralisation un peu plus poussée. Pourquoi? Parce que sur les grands enjeux qui concernent notre territoire, on a parlé tout à l'heure du prix de carburant, la question des déplacements, la question de la transition écologique, de l'autonomie énergétique, sur la question de la souveraineté alimentaire, sur la question du tourisme, un tourisme écologique. Chacun comprend bien que nous devrons porter là des politiques publiques spécifiques qui partent du territoire et qui ont aussi l'assentiment des Réunionnais, de l'ensemble des acteurs, des politiques, des acteurs concernés, mais aussi des citoyens. Oui, il y a une réflexion poussée sur la décentralisation, non à l'autonomie, au sens où on l'entend. Philippe Naillet, on sait l'intérêt que vous portez aux questions d'éducation. Il y a quelques semaines encore, vous interpelliez le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, en visite dans l'île sur les besoins, selon vous, de l'académie, prise en charge des élèves en situation de handicap, mutation des professeurs exilés. Mais ce qui préoccupe le gouvernement aujourd'hui, c'est la lutte contre le harcèlement scolaire. Elisabeth Borne, elle décrète la mobilisation générale, la Première ministre. Parmi les pistes envisagées, possibilité de bannir les élèves harceleurs des réseaux sociaux, confiscation du téléphone portable et la création de cours d'empathie à l'école. C'est un plan qui est à la mesure du problème, selon vous? Le harcèlement scolaire est un fléau. Je me réjouis, bien sûr, des annonces qui ont été faites par la Première ministre, parce que à chaque fois qu'il y a un enfant qui se fait harceler, c'est terrible pour la famille, c'est terrible pour le gamin, et quand ça se termine par un suicide, c'est horrible. Donc, je veux dire qu'on ne peut pas comme ça rejeter les mesures. C'est un véritable fléau. Il faut lutter contre le harcèlement. Mais ça demande une mobilisation générale, là aussi, du système éducatif, mais pas seulement, parce qu'on ne peut pas non plus mettre tout sur le dos de nos enseignants. Des parents, des associations, du système éducatif. Comment on fait travailler tout cela en cohérence? Et je dis une chose quand même qui est importante, qui échappe parfois, parce que là aussi j'ai échangé avec quelques parents, c'est que le harcèlement, il faut le dire, il ne se termine pas à l'école ou au collège ou au lycée. Il se poursuit parfois dans le quartier, en pied d'immeuble, etc. Ou sur les réseaux sociaux, dans la chambre de l'enfant. Sur les réseaux sociaux, oui, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites, même si elles me paraissent un peu difficiles à mettre en œuvre sur les réseaux sociaux. Mais bon, il faut quand même essayer. Mais je dis, là aussi, regardons dans les quartiers, regardons dans les clubs sportifs, regardons dans les associations, parce que souvent, le harcèlement ne s'arrête pas à l'école, au collège ou au lycée. Le gouvernement qui envisage de faire des signalements systématiques au procureur de la République. On doit aller au-delà de ce volet éducatif, familial aussi, sur le terrain du judiciaire, sur la sanction. Moi, écoutez, On parle de mineurs. Oui, on a affaire à des mineurs. Je crois qu'il faut éviter de traiter, si je puis dire, tous les problèmes de la même façon. Tout n'étant pas égal. On ne peut pas traiter des mineurs comme on traite des adultes, des majeurs. Moi, je pense qu'il faut faire le travail de prévention, il faut faire le travail aussi de dénonciation. Voilà, c'est d'abord ça. Et moi, je me réjouis quand même de l'heure de cours de bienveillance qui est mise en œuvre. Mais une heure de cours dans une classe, dans un collège, une école ou un lycée, c'est pas suffisant. Il faut en faire beaucoup plus. Rapidement, Philippe Naillet, puisque cet entretien touche bientôt à sa fin, sur quel... Oui, une demi-heure, ça passe vite. Quels sont les dossiers sur lesquels on doit vous attendre dans les prochaines semaines à l'Assemblée? Vous allez intervenir sur quel amendement, sur quel dossier? Écoutez, pour moi, les dossiers prioritaires, quand même, il reste la question de la vie chère. C'est-à-dire que
comment, hein, maintenant qu'il y a eu un rapport, on ne va pas prendre 1 an, 2 ans. Hein, je veux dire Les propositions. oui, voilà, comment on agit concrètement sur la vie chère, on envoie des signaux parce que notre préoccupation, c'est de se dire quand même sur un territoire où 320 000 rayonnés vivent en dessous du seuil de pauvreté, on ne peut pas comme ça, à chaque fois qu'il y a un phénomène international comme l'inflation, comme la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, pardon, le Covid, on ne peut pas comme ça accepter que les prix augmentent et que les rayonnés subissent cela. Donc c'est la vie chère, c'est le logement, c'est l'emploi également pour nos jeunes. Voilà les priorités pour moi à travers que je défendrai dans la mission Outre-mer qui arrive bientôt à l'Assemblée nationale. Et puis on suivra ça de près. Merci Philippe Naillet, député de la première circonscription, d'être venu jusqu'à nos studios, de vous être prêté au jeu des questions-réponses. On se retrouve la semaine prochaine, même flux, même heure, pour tourner une nouvelle page de l'actualité politique. Bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous.